Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la poésie et versification. Comment compter les syllabes dans un vers? Un vers comporte un certain nombre de syllabes. La syllabe est un groupe formé de consonnes et de voyelles qui se prononcent d'une seule émission de voix. Par exemple, Paris a deux syllabes, pas plus ri. Voici un exemple d'un vers de 12 syllabes. Tremblant, piquant des deux, du côté qui descend. Victor Hugo. Voici un autre exemple d'Alfred de Vigny. On cherche les cités sans en voir un seul mur. Les pas longs et tardifs de l'humaine raison. Pour repérer les syllabes, on les sépare graphiquement à l'aide d'un tiret oblique. Cette opération se nomme scander un vers. La première difficulté dans le décompte syllabique réside dans le statut du E dit muet, qui parfois est prononcé, donc compté comme une syllabe, et parfois ne l'est pas. Attention, E avec accent aigu, ou bien E avec accent grave, ou bien E avec accent circonflexe, ne constituent pas des E muets, et comptent donc comme une syllabe. On prononce le E muet lorsqu'il est placé entre deux consonnes, ou bien en fin de mot, ou bien lorsque le mot suivant commence par une consonne ou par un H aspiré. Prenons l'exemple. Le E de franchement placé entre deux consonnes à l'intérieur d'un mot. Et idem pour le E des feuilles. Attention, on ne prononce jamais le E muet en fin de vers. Il forme alors la rime féminine. Comme le E de rivage. Le décompte des diphtongues. On appelle diphtongue la succession de deux voyelles. Ces deux voyelles peuvent être prononcées d'une seule émission de voix et constituer ainsi une seule syllabe. Exemple, pied. D'une double émission de voix et constituer ainsi deux syllabes. Exemple, lit, on. La prononciation de ces deux voyelles en une seule syllabe se nomme sénérèse. La prononciation de ces deux voyelles en deux syllabes se nomme diérèse. Mais comment savoir si l'on doit prononcer deux voyelles successives en sénérèse, ça veut dire en une seule syllabe, ou en diérèse en deux syllabes? Le moyen qui apparaît comme étant le plus simple pour établir le décompte syllabique d'un vers comportant une diphtongue est de procéder par comparaison en se référant au décompte syllabique des vers voisins. Prenons l'exemple de Francis Cargo. Regardez, les vers 1 et 4 comportent chacune une diphtongue. Violette et vieux. Alors, faut-il les prononcer en une syllabe ou bien en deux syllabes? Pour résoudre ces problèmes, scandons d'abord les vers 2 et 3 qui ne présentent pas de difficulté. Leur décompte syllabique nous apprend qu'ils comportent chacun 7 syllabes. Automatiquement, je sais que la fillette aux violettes va comporter également 7 syllabes. Violette qui ont 3 syllabes. Idem pour ce vers et briser ces vieux bouquets. Vieux qui ont une seule syllabe. La question du hiatus. L'hiatus est la rencontre heurtée de deux voyelles autres que le E muet, soit à l'intérieur d'un mot tel dans oasis, soit entre deux mots dont j'ai été, par exemple. On prononce les deux voyelles constituant l'hiatus
et chaque voyelle compte pour une syllabe. Les différents vers français. La poésie française comporte un certain nombre de vers différents, parmi lesquels des vers de, comme le montre ce tableau récapitulatif. La musique des rimes. La rime est un élément sonore qui ponctue la fin de chaque vers et forme des échos entre deux ou plusieurs vers. Pour indiquer facilement la disposition des rimes, on a recours par convention aux lettres A, B, C, D, etc. Voici ce tableau récapitulatif résumant les dispositions les plus fréquentes de rimes, par exemple les rimes plates ou suivies, embrassées et croisées. Le deuxième critère d'évaluation de la rime consiste en l'appréciation de sa pureté. Par exemple, la rime pour l'œil est fondée sur l'homophonie et l'homographie, c'est-à-dire l'écriture identique des sons. Donc, c'est la rime pour l'œil qui est considérée comme la plus pure. La richesse de la rime, c'est-à-dire qui se prononce de façon identique. On dit qu'une rime est pauvre lorsqu'elle possède une sonorité. Par exemple, lever et tirer. Suffisante lorsqu'elle possède deux sonorités. Par exemple, loup et filou. Riche lorsqu'elle possède trois sonorités. Par exemple, mémoire et grimoire. La musique des sonorités. Les sonorités jouent également un rôle non négligeable à l'intérieur du vers. On appelle allitération la répétition d'une ou plusieurs consonnes à l'intérieur d'un vers. Prenons l'exemple des biches blanches qui broutent la chélocytise. Henri de Rigny. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Jean Racine, Andromaque. On appelle assonance la répétition d'une ou plusieurs voyelles à l'intérieur d'un vers. Prenons l'exemple l'élixir de ta bouche ou l'amour se pavane. Charles Baudelaire. Les pauses respiratoires, la coupe et la césure. Il y a donc une coupe après chaque accent rythmique. Prenons l'exemple. À l'intérieur d'un vers, la coupe se place immédiatement après l'accent rythmique. Comme nous l'avons vu, il n'a donc pas de place fixe. C'est cette variété de la disposition des coupes qui crée la variété du rythme des vers. La césure. La césure est une coupe qui sépare les syllabes du vers en deux blocs appelés hémistiches. On note conventionnellement la césure par deux traits obliques. Exemple d'un alexandrin, un vers de 12 syllabes. La césure est fixe après la 16e syllabe. Et voici l'exemple d'un vers de 9 syllabes, l'éniasyllabe. La césure est variable, soit après la 3e syllabe, soit après la 4e syllabe, soit après la 5e syllabe. Enjambement, rejet et contre-rejet. Lorsque l'unité de sens d'un vers ne correspond pas avec la fin du vers, on dit qu'il y a
enjambement externe. Prenons l'exemple de Victor Hugo, Châtiment. La nuit était lugubre. On entendait des coups de fusil dans la rue où l'on en tirait d'autres. Donc, il y a ici enjambement entre le vers 1 et le vers 2, des coups de fusil. Lorsque l'unité syntaxique d'un vers ne concorde pas avec la césure, il y a également enjambement. Prenons l'exemple. Cet enjambement pratiqué à la césure s'appelle enjambement interne. Deux résultats de l'enjambement, le rejet et le contre-rejet. On appelle rejet l'ensemble des mots rejetés après la fin du vers, donc dans le vers suivant. Le contre-rejet. On appelle contre-rejet l'ensemble des mots se trouvant avant la fin du vers. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.